toujours le plaisir de venir présenter des sujets en lien avec les véhicules et les infrastructures. Donc cette fois-ci, la thématique, c'est les interactions entre les véhicules autonomes et les infrastructures. Un vaste sujet que nous avons traité via 3 experts. Jean-Michel Pascal de chez PSA, qui va nous présenter la partie véhicule, les défis et les solutions liées aux véhicules autonomes. Aziz Ziri de chez VDCOM, ingénieur-chercheur, qui va nous proposer des solutions dans un cas d'usage urbain. Et Emmanuel Léger de chez Cyclope.eu, qui va nous proposer une technologie d'intelligence artificielle qui est intégrée dans les infrastructures pour aider les véhicules autonomes à se diriger de manière sécurisée. Mais il le dira ça bien mieux que moi, il va nous présenter tout à l'heure. Donc le Meetup voiture connectée autonome en quelques chiffres. Donc, déjà ça fait 4 ans bientôt, plus de 2600 membres inscrits qui reçoivent nos invitations, qui sont des professionnels du secteur. 27 Meetup organisés à ce jour, avec 24 entreprises sponsors qui nous reçoivent, qui nous accueillent. 6 partenaires officiels, je vais vous montrer tout à l'heure. 105 intervenants experts du sujet et plus de 1600 participants présents, dont vous. Donc, bienvenue, merci d'être là ce soir. Donc, si vous désirez être intervenant, sponsor, partenaire, vous pouvez nous contacter, l'équipe du Meetup, sur LinkedIn, sur meetup.com, à l'adresse email meetup.k2000.paris. Donc n'hésitez pas, contactez-nous et on se fera un plaisir d'écouter et de voir comment on pourrait travailler ensemble. Prochain Meetup le 23 avril 2020 chez l'assurance Covea à Saint-Lazare. On va parler des défis liés à l'accès aux données des véhicules et quelles solutions existent. Si ce sujet vous intéresse, on vous enverra la page d'inscription bientôt. Le 23 avril, notez-le dans vos agendas. Nos partenaires officiels, on remercie Léonard du groupe Vinci, France Autotech, l'association des startups de l'automobilité, la fabrique des mobilités, qui fédère également les entreprises en Europe sur les sujets de l'innovation de la mobilité, le Square, lieu d'émergence collaborative à Paris, Business France, et Autonomie et le Urban Mobility Summit qui aura lieu les 4 et 5 novembre à Paris. Donc merci à nos partenaires qui organisent des événements. L'événement de la Fabrique des mobilités qui aura lieu le 25 mars 2020. Inscrivez-vous si les sujets des données dans le transport vous intéressent. On a des représentants de la Fabrique des mobilités qui sont là, donc n'hésitez pas à leur demander. Vous pouvez lever la main, d'ailleurs, l'équipe de Fabrique Mobilité. Je vous encourage à vous inscrire le 25 mars. Autotech Disruption, le 2 avril. Didier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Très rapidement. Bonjour à tous. Donc, France Autotech est une association indépendante de start-up de l'automobilité, assez jeune, un peu moins de 2 ans, depuis 1 an en pleine progression. Alors nous sommes très très fiers d'être partenaires de ce meet-up qui est devenu un poids lourd de la communauté. Donc merci Laurent de tout ça. Et juste pour vous dire, effectivement, notre événement annuel, hein, c'est donc Autotech Disruption, c'est la 2e édition, la première année très bien marché, c'est le 2 avril, excusez-moi, c'est vrai que j'ai le micro à la main, je ne l'utilise pas, c'est le 2 avril, c'est en fait une après-midi entière de débats, de tables rondes, de speech, avec beaucoup de paroles données aux startups pour expliquer un peu, qu'elles montrent comment elles voient le futur de l'automobilité. Et cet après-midi se finira par une soirée d'un autre événement avec lequel on est partenaire, qui s'appelle le Grand Prix ACF Autotech, pour récompenser les meilleures startups françaises de l'autotech. Alors il y a 6 lauréats, 6 finalistes. Et parmi ces 6, il y en a d'ailleurs 3 qui sont aussi membres de l'association. Voilà. Et qu'on connaît bien ici. Exactement. Je suis là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après ce débat qui promet d'être super intéressant. Merci Laurent. Merci Didier. L'ACF, l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Donc je vous encourage à vous inscrire. Mission de découverte automobile en Suède du 3 au 6 mai 2020 pour les PME, les startups, organisée par Business France. Vous pouvez vous inscrire.
On vous enverra la présentation sur un slide share, vous pourrez y accéder. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et on vous aidera avec plaisir. Ce soir, le programme, donc Pierre Delegue de chez Léonard va nous présenter Léonard et les sujets qui les intéressent dans quelques secondes. Ensuite, Jean-Michel Pascal de chez PSA, Emmanuel G de chez Cyclope.i, Aziz Ziri de chez VDcom. Et ensuite, à 20h30, on va essayer d'être à l'heure. Networking proposé et offert par Léonard, merci beaucoup. Si vous, à la fin de chaque intervention, on va vous demander votre parole. Vous avez la possibilité de poser vos questions à nos experts. Pour le faire, vous pouvez lever la main, attendre de recevoir le micro parce que cet événement est enregistré. Mentionnez vos noms, prénoms, l'entreprise ou votre expertise rapidement et ensuite votre question, une question par personne et on pourra ainsi animer le débat. Partagez au sujet de votre participation ce soir en direct dans vos réseaux sociaux. Sur Twitter, We Are Léonard, Vinci, Groupe PSA, VDcom, Cyclope.i, sur LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer des posts, des publications avec des hashtags Meetup Connect, infrastructure, V2X, V2I, voiture connectée, voiture autonome, mobilité, automobile, innovation, technologie. Vous en avez peut-être d'autres idées. En tout cas, je vous invite à prendre des photos et à l'utiliser pendant le Meetup pour faire du bruit autour de vous. Très bien, let's go. Pierre Delegue, merci beaucoup. À toi. Merci Laurent. Bonsoir à tous, bienvenue chez Léonard. Alors, moi je suis Pierre Delegue, je suis directeur des projets de mobilité autonome et connectée pour Vinci Autoroute. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce qu'est Vinci Autoroute. Et pour Léonard qui vous accueille ici ce soir. Alors je veux juste dire deux mots d'introduction pour vite donner la parole à nos intervenants. C'est eux que vous êtes venus voir ce soir, pas moi. Qu'est-ce que c'est que Léonard? Léonard, c'est 5000 m² ici, dédiés à l'innovation au service du groupe Vinci et de la myriade d'entités opérationnelles du groupe Vinci. Qu'est-ce qu'on fait chez Léonard? L'équipe Léonard qui est ici mène des activités de veille. On identifie les grandes tendances technologiques, business, des activités de prospective. Qu'est-ce que c'est que la prospective? On l'entend au sens de identifier l'impact de technologie pour un métier de Vinci. Par exemple, l'IA, ce que ça veut dire pour les métiers de Vinci Construction, sur les chantiers par exemple. Donc avec différents métiers, entités opérationnelles de Vinci, on étudie, via des ateliers de prospective et des activités de prospective, les impacts, les risques et les opportunités pour leur métier. Et puis, Léonard fait aussi de l'accompagnement de start-up. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être de l'interne. On aide des collaborateurs de Vinci qui ont une idée innovante à créer leur propre boîte, ou on sélectionne et on accompagne, on accélère des startups extérieures qui sont pertinentes pour nos métiers, et puis on les met en relation avec les entités opérationnelles de Vinci pour essayer de créer du business. Voilà ce que fait Léonard. Juste un mot maintenant sur le véhicule autonome. Pourquoi Vinci s'intéresse au véhicule autonome? Globalement, Vinci et tous ses métiers sont persuadés que les infrastructures auront des rôles clés à jouer pour le déploiement des véhicules autonomes et l'accélération du déploiement des véhicules autonomes. Donc, avec les entités opérationnelles de Vinci, Eurovia sur les métiers de la route, Vinci Autoroute sur l'opération, le gestionnaire d'autoroute, Vinci Énergie sur les infrastructures télécom, etc. On mène des projets avec des partenaires extérieurs clés, vous en verrez certains ce soir, pour développer les contributions des infrastructures pour les véhicules autonomes. Juste 2-3 exemples pour illustrer mon propos. Les équipements de la route, qu'est-ce que c'est que les équipements de la route? Ce sont tout le physique, la signalisation, les marquages au sol, toute la couche physique de nos infrastructures. On réfléchit, du coup avec Eurovia, la filiale de Vinci, le pôle de Vinci qui conçoit et construit les routes, aux évolutions de ces équipements de la route pour les besoins spécifiques du véhicule autonome. On a d'autres projets qui concernent plutôt la connectivité. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'intéresse aux infrastructures télécom de bord de route pour envoyer de l'information, pour aider les véhicules autonomes à se positionner, à naviguer, à passer certaines zones difficiles, etc. Et puis on a même des projets qui concernent des niveaux d'assistance encore plus forts de l'infrastructure pour les véhicules autonomes.
pour avoir une information encore plus temps réel de ce qui se passe sur le réseau routier, pour envoyer ça au véhicule autonome et lui permettre, par exemple, d'étendre son champ de vision par de la perception débarquée. On en verra quelques exemples ce soir. Donc voilà, je voulais juste brosser un petit peu le pourquoi nous, on s'intéresse aux véhicules autonomes. Vraiment, dans l'infrastructure, il y a plusieurs briques, le physique, la connectivité, la donnée, qui peuvent aider le véhicule autonome à se déployer plus rapidement. Et on s'intéresse à ça chez Leonard avec tous les métiers de Vinci, toutes les entités de Vinci. Voilà, vous allez voir quelques exemples de ça aujourd'hui. Et je ne tarde pas, je donne la parole à notre premier intervenant, Jean-Michel Pascal de PSA, chef de projet véhicule autonome chez PSA, que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Merci. Alors, Juste là. Parfait. Merci. Alors, le véhicule autonome. Plus généralement, toutes les fonctions ADAS d'aide à la conduite, donc, qui peuvent aller de l'assistance jusqu'à l'autonomie complète. Alors d'abord, leur intérêt, c'est, je vais commencer par le bas, ça peut être d'améliorer la sécurité des déplacements. On a des fonctions d'aide à la conduite comme des fonctions d'AEB, d'emergency braking, qui permettent d'améliorer la sécurité. Ça peut améliorer la qualité de vie à bord en assistant plus ou moins la conduite du conducteur, ça va du régulateur de vitesse, encore une fois jusqu'à l'autonomie complète. Et puis on peut proposer des solutions de mobilité en autonomie. Enfin, on va proposer des solutions de mobilité en autonomie complète. Et donc, justement, pour classer un petit peu toutes ces... Merci. Pour classer un petit peu toutes ces fonctions ADAS, donc il y a la SAE a créé 5 niveaux d'automatisation. Il y a 2 grandes parties. Il y a les niveaux dits supervisés, qui sont les niveaux 1 et 2, et puis il y a les niveaux non supervisés. Alors, quand on parle de supervisé, c'est supervisé par le conducteur ou non supervisé par le conducteur. Donc dans les niveaux supervisés, qui sont des fonctions qui qu'on trouve aujourd'hui sur des véhicules en série, le niveau 1, c'est pour les fonctions qui vont attaquer un axe, typiquement de l'ACC, du guidage longi. Et puis on a des fonctions qui guident aussi bien en longi et en latéral. Donc ça, on appelle ça, c'est les fonctions de niveau 2. Dans les 2 cas, c'est toujours le conducteur qui doit superviser l'environnement et réagir en cas d'action erronée de la fonction. Il y a une vraie rupture quand on passe au niveau 3, puisque là, le conducteur ne va plus avoir besoin de superviser en continu l'environnement de conduite. Du coup, c'est le système qui va prendre la responsabilité de cette supervision. En niveau 3, le système peut être amené à demander au conducteur à reprendre la main lorsqu'il y a une situation difficile, toujours avec un temps de réaction compatible des capacités du conducteur. À partir du niveau 4, le progrès, on est sur un trajet dédié, mais le véhicule doit être capable de conduire le véhicule, de conduire le conducteur depuis un point A à un point B sans avoir besoin d'intervention du conducteur. Donc, il doit le mettre en sécurité ou finir le trajet, quelles que soient les conditions. Et puis enfin, le niveau 5, c'est le Graal. Il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, et donc le véhicule conduit partout. Alors, dans le niveau 3, c'est là qu'il y a une vraie rupture. Je disais tout à l'heure, le conducteur n'est plus dans la boucle. Alors, avant de parler des perceptions, on a un exemple tout simple au niveau actionneur, sur les systèmes de direction, les systèmes de freinage. Aujourd'hui, sur les fonctions qu'il y a dans la rue, en cas de défaut, le conducteur est là. Si le système de freinage qui génère le freinage ne fonctionne plus, le conducteur peut appuyer sur la pédale de frein. Si le système de direction ne tourne plus, le conducteur peut prendre le volant. Dès qu'on est au niveau 3, la supervision n'est plus faite par le conducteur, donc il va falloir un temps de réaction, on va être obligé de redonder tous ces systèmes-là, redonder les actionneurs, redonder l'architecture électrique. Et quand on commence à parler de la perception, on arrive à des domaines encore plus complexes, puisqu'il va falloir en fait faire aussi bien qu'un conducteur dans la perception de l'environnement, mais également dans l'action. Et il faut le faire dans toutes les conditions. Donc indépendamment de la qualité de l'infrastructure, même si sur les autoroutes Vinci, une excellente qualité, indépendamment des conditions climatiques, on voit sur l'image qui est ici, les lignes sont nettement moins faciles à percevoir que par temps clair. Et puis dans les prises de décision, c'est la même chose, la prise de décision doit être bonne et adaptée dans toutes les situations. En fait, on doit arriver à un comportement qui est similaire à l'humain. On qualifie ça en
notre objectif de sécurité, c'est faire au moins aussi bien que le conducteur humain, ça s'appelle la méthode Camé. On essaie même de faire un facteur entre 1 et 10, mieux que le conducteur. Bon, je ne vais pas vous passer toutes les expérimentations, mais en fait, on a un certain nombre d'expérimentations qui nous ont permis de voir toutes les difficultés que ça met. Donc, depuis, notamment à partir de 2015, on a pu rouler des prototypes sur les voies chaussées séparées, et en particulier sur les autoroutes. Je peux en citer deux en particulier qu'on a fait en collaboration avec Vinci, qui sont le passage du péage de Saint-Arnoux en mode autonome, mais également des mises en sécurité, des détections de zones de travaux. On va collaborer avec l'infrastructure. L'infrastructure nous envoie une information sur la présence d'une zone de travaux, sur la présence d'un piéton, et ce qui nous permet de nous mettre en sécurité. Alors, oui, un des enjeux majeurs, c'est la partie perception. Alors, je dis tout à l'heure, tout ce qui est redondance des actionneurs, l'architecture électrique, c'est quelque chose qui est complexe, mais qu'on sait à peu près maîtriser. Sur la partie perception, l'analyse de situation, c'est encore plus complexe, puisqu'en fait, on a des capteurs qui ne sont pas parfaits, et donc qui nous demandent des interprétations. Donc chaque capteur a ses points forts. Il y a des capteurs qui sont très forts pour détecter les véhicules, pour détecter la vitesse d'un véhicule qui est autour de nous. Par contre, il y a certaines situations où on doit faire des compromis dans ce qu'on appelle les faux positifs, donc c'est détecter un objet qui n'existe pas, par exemple, ou des faux négatifs, ne pas voir un objet. Sur l'exemple, on peut voir des zones sur la route qui peuvent être interprétées par une caméra comme la présence d'un objet. Donc, tout ça fait qu'on a besoin d'une redondance de technologies de perception. Typiquement, on utilise des caméras, des radars et des lidars. Le deuxième point, et c'est là que ça ferait une transition vers l'aspect infrastructure, c'est qu'on a aussi des difficultés, indépendamment de la qualité des capteurs, des difficultés d'anticiper certaines situations. Puisque dans certains cas, on peut avoir des capteurs qui sont... c'est pas le capteur qui est masqué, en fait, c'est plutôt l'objet. On peut avoir un objet sur la voie qui est masqué par le véhicule qui est devant nous. Typiquement, le véhicule devant nous, au dernier moment, il s'écarte pour éviter l'objet, et on se retrouve en face de l'objet et à le détecter très tardivement. Et donc, c'est un exemple de situation où une redondance par la connectivité pour anticiper ces zones à risque est intéressante, puisque ça va nous permettre d'anticiper notre action et d'être très probablement moins brutal pour les passagers, puisqu'on serait obligé, en cas de détection tardive, d'aller freiner de manière relativement inconfortable. Là, il y a quelques exemples de difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, on a des véhicules de travaux qui doivent être interprétés correctement. On a des lignes, comme des colmatages qui peuvent être interprétés par les caméras comme étant la ligne, quand elles sont plus visibles que les lignes elles-mêmes. On a des soucis avec le temps. On peut avoir des objets un petit peu insolites qu'on trouve sur certaines routes. Un exemple de botte de paille, c'est un exemple véridique qu'on a vraiment rencontré dans une de nos expérimentations. Donc ça, typiquement, par les capteurs, tous les capteurs ne détectent pas la botte de paille. Après, on peut avoir des soucis également de multimarquage. Donc là, c'est l'exemple qui est en bas à droite. Donc là, les caméras détectent l'ensemble des marquages, mais doivent choisir quel est celui qui va être monté au véhicule. Et puis on a évidemment tout ce qui est travaux, incidents, accidents, qui sont toujours difficiles à gérer. Et donc, pour pouvoir faire ça, donc en synthèse, on a besoin, je l'ai pas remis, on a besoin d'une architecture électrique et d'actionneurs qui sont redondés pour pouvoir faire des véhicules autonomes complets. On a besoin d'une diversité sur les capteurs de perception. On utilise également des cartographies HD qui sont embarquées, qui sont connectées pour être à jour le plus possible. On a des stratégies de localisation précises de véhicules, soit par GPS ou d'autres technologies. Alors il est important d'avoir une infrastructure de bonne qualité. Alors, on parle beaucoup de connectivité, mais de base, d'avoir des bons marquages, un revêtement propre, et pas de dégradation qui pourrait tromper nos capteurs, c'est très important. Et ensuite, il y a la partie connectivité qui va nous permettre, à partir d'informations que nous donne l'infrastructure, de traiter des cas difficiles. Et donc, comme la présence d'un objet, comme des travaux.
Et puis on commence à travailler avec Vinci pour aller encore plus loin, c'est d'avoir une infrastructure qui est dotée de perception, qui va nous permettre soit d'améliorer le confort de nos fonctions, soit d'étendre ce qu'on appelle l'ODD, l'Operational Design Domain, la zone d'action de nos fonctions, voire même, peut-être à terme, se passer d'un capteur, on verra. Et je crois que j'ai fini. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel, merci à vous tous pour les questions. Donc on a traité la question du point de vue du constructeur automobile, PSA, merci beaucoup. Maintenant on va passer du point de vue des infrastructures, notamment des technologies qui permettent justement de répondre à ces problématiques de sécurité, de prise de décision à travers Emmanuel. Merci à toi d'être là. Tu es le CEO de Cyclope.ai, donc tu peux bien nous expliquer ce qu'est Cyclope.ai et ce que vous faites surtout. Merci à toi. Merci Laurent. Bonsoir à tous, enchanté. Donc, Emmanuel Léger, CEO de Cyclope.ai. Cyclope est une start-up d'intelligence artificielle spécialisée en fait sur tous les domaines du traitement de l'image et de l'analyse vidéo. Et on développe des solutions logicielles au service des exploitants d'infrastructures routières. On a aussi une particularité, c'est qu'on est hébergé chez Léonard, puisqu'un de nos partenaires majeurs est Vinci Autoroute. Très rapidement, Cyclope ne travaille pas que sur le véhicule autonome, mais le sujet de ce soir, c'est la perception débarquée. Donc, je voulais juste vous dire que nous travaillons sur des sujets de détection automatique d'incidents. Et là, on ne parle pas de véhicules autonomes, on parle de tout type de véhicules. Nous travaillons également sur tout ce qui est classification automatique de véhicules au péage, sur les sujets de covoiturage, détection du nombre de personnes à l'intérieur du véhicule, sur les sujets de voies réservées, et enfin sur des sujets d'empreinte véhicule, comment reconnaître un véhicule parmi des millions d'autres, et comment faire pour le distinguer. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, parlons de perception débarquée, parce que c'est le sujet du jour. Notre conviction, elle est partagée avec les différents acteurs que vous avez vus déjà ce soir, c'est que le support de l'infrastructure pour la mobilité autonome est clé. Donc, on a déjà vu plusieurs images que Jean-Michel a présentées de situations complexes dans lesquelles un véhicule autonome aura besoin d'assistance, ou en tout cas d'une partie d'assistance. Et Pierre, en introduction, parlait de signalisation, de marquage au sol. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la perception débarquée. Comment on fait dans un environnement, par exemple, comme le duplex de l'A86, où on perd le réseau GPS? Que fait-on dans ce type d'environnement? Il y a également des enjeux de connectivité ou des enjeux d'assistance, de téléopération qui peuvent être nécessaires. Quels sont... Alors, je ne sais pas, Laurence, tu peux m'aider sur le petit problème technique sur les slides. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Que se passe-t-il? Il n'y a pas d'opération. Donc, ce n'est pas totalement autonome encore. Je vais essayer quand même de vous en parler, donc le problème n'est pas réglé. Mais quels sont les apports de la perception débarquée? Donc la perception débarquée, c'est grâce à l'intelligence artificielle, on transforme en fait des données visuelles, de caméra ou d'analyse vidéo, en information pour le véhicule autonome. En fait, on va créer de la data complémentaire qui va permettre au véhicule de mieux gérer sa trajectoire, détecter les incidents. Il y a 4 types d'informations, grosso modo, sur lesquelles nous travaillons et qu'il faut que vous compreniez. C'est premièrement... Non, ça remarche, ça refonctionne. Oui. Premièrement, c'est les... Alors, je vais revenir en arrière. C'est les données dynamiques, à savoir sa vitesse, sa trajectoire, est-ce que le véhicule est en train de changer de cap, tout ce type d'informations qui peuvent être fournies en fait par l'analyse vidéo. Deuxième type d'informations, des informations sur les incidents. Qu'est-ce qui se passe à 300 mètres devant moi? Est-ce qu'il y a un carambolage? Est-ce qu'il y a un piéton sur la voie? Est-ce qu'il y a un objet, un débris? Est-ce que j'ai un véhicule arrêté? Est-ce que, cas dramatique, j'ai un véhicule qui fait contresens? Vous savez que ce sont des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Et puis des données aussi de zoning, à savoir la segmentation des voies.
donner des données, donner de l'information au véhicule sur les voies, la bande d'arrêt d'urgence, est-ce qu'il y a un changement dans le type d'infrastructure qui va pouvoir arriver devant le véhicule, devant sa course. Voilà. Je me tourne vers mes collègues. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc, les données dynamiques, la détection d'incidents, le zoning, et puis aussi le profiling. Est-ce que c'est la même chose si j'ai un camion devant moi, ou si j'ai un transporteur qui va transporter plusieurs véhicules sur son toit, ou si c'est un véhicule léger? Évidemment non. Donc ce type d'informations sont intéressantes, la largeur du véhicule, le type de véhicule qu'on a devant soi. Voilà. Donc ça, c'est les apports de la perception débarquée. Évidemment, il y a plein de problèmes avec ça, il y a plein de difficultés. Je ne vais pas tous les détailler, mais il y a évidemment la sécurité de la liaison. Vous voyez comment c'est difficile de faire un meet-up parfois avec une télé qui se unplug. C'est le type d'événement que vous n'avez pas envie d'avoir lorsque vous roulez dans votre véhicule. La génération de données, la très haute précision. Pour la très haute pression, pour votre information sur le projet dont on va parler, Sam, on doit fournir des informations supérieures en termes de détection à 99% et tangentant les 100%. Et on parle de donner des informations toutes les 100 millisecondes au véhicule. C'est-à-dire toutes les 100 millisecondes, vous devez faire tourner vos algorithmes et renvoyer l'information sur tous les véhicules qui sont dans le tunnel. Donc ça nécessite des puissances de calcul et des enjeux d'architecture et d'infrastructure qui sont compliqués. L'utilisation des capteurs existants, ça c'est un enjeu clé, c'est-à-dire que la contrainte qui nous est mise souvent, c'est d'utiliser les caméras du tunnel. Évidemment, si vous devez changer toutes les caméras d'abord avant de faire circuler un véhicule autonome, en termes de coûts et en termes de contraintes, ça devient compliqué. Et la contrainte du temps réel, j'en ai déjà parlé, toutes les 100 millisecondes, renvoyer des informations au véhicule pour que celui-ci puisse prendre la bonne décision au bon moment. J'ai mis un petit schéma qui représente très simplement ce qu'on fait. Les caméras permettent en fait de capter de l'analyse vidéo. Derrière, des GPU et des calculateurs vont calculer tous les incidents et tous les événements qu'on doit calculer sur le tunnel. C'est renvoyé sur une UBR qui communique avec l'ensemble des véhicules du tunnel. Voilà. Et donc, on organise tout ça dans le cadre du projet SAM. Le projet SAM a déjà été introduit par Pierre avec 19 partenaires, dont PSA, Renault et d'autres. Et dans le cadre du projet SAM, donc Cyclope a conçu pour Vinci Autoroute des algorithmes de perception débarqués sur tous les points que je vous ai mentionnés, la détection d'incidents, mais également des données dynamiques de vitesse ou de zoning. Voilà. Et les roulages doivent commencer en partenariat avec PSA Actemium à horizon mi-2020, donc nous sommes en plein dedans, et ensuite avec Renault. Concrètement, pour vous illustrer un petit peu le propos, voilà des exemples de données dynamiques où vous détectez en temps réel des clignotants, des freinages, des vitesses, des changements de cap. Voilà des exemples de détection automatique d'incidents où l'algorithme doit vous renvoyer des informations sur les véhicules arrêtés, des piétons, des fumées éventuelles, des feux évidemment. Et voilà des images de segmentation automatique des voies et de génération automatique des masques pour expliquer en fait au véhicule sur à quel endroit il se situe, s'il est sur une voie de gauche, voie de droite. On doit renvoyer des informations au véhicule sur sa position par rapport au mur, sur sa position par rapport à la caméra, avec des précisions qui sont de l'ordre inférieur à 5 cm. Donc on est sur des précisions qui sont extrêmement fortes. Donc nous sommes en train de développer tout ça avec l'aide de nos partenaires. On a fait des premières nuits de roulage dans le duplex il y a une quinzaine de jours, si ma mémoire est bonne. Et nous sommes en train de découvrir en fait tous les enjeux liés à la perception débarquée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, du coup, à partir de cette observation, notre enjeu, c'est d'apporter de la donnée la plus structurée possible pour que des groupes comme PSA et d'autres qui travaillent sur le véhicule autonome puissent donner de l'intelligence à ces données et faire prendre des décisions au véhicule. Donc je précise bien le passage de responsabilité. Nous, on donne de la donnée la plus structurée possible sur ce qu'on connaît, sur l'infrastructure, mais ce n'est pas nous qui faisons l'action sur le véhicule. C'est le véhicule lui-même qui va décider de sa trajectoire. Et là, vous voyez déjà un exemple de démonstration de la solution, qui est en fait un démonstrateur qui permet, au moment où passent les véhicules dans le tunnel, d'avoir sur écran, en temps réel, les informations qui se passent sur ce véhicule pour essayer de comprendre tout au long de notre projet
les réactions du véhicule, la trajectoire et si en fait on est en train de détecter les bons événements qui permettent de prendre les bonnes décisions. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter ce soir. Tout ça est encore en stade d'expérimentation, hein, ça je le reprécise, c'est-à-dire qu'on n'a pas une solution qui est encore finalisée. Et le projet SAM, comme l'a précisé Laurent, se déroule durant 2 ans jusqu'à fin 2022. Et donc on aura encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire avec nos partenaires, mais en tout cas les débuts sont devant vous et on vous a montré ce soir là où on en était, au moment où on en était, avec nos défis, nos problèmes et aussi notre enthousiasme. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo. Alors, tu as amené une partie de ton équipe hein, qui t'encourage. Voilà, merci. Parce que vous êtes basé ici. Non, mais c'est parce qu'on est au locaux, c'est au 4e étage. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans les locaux ici. Combien de personnes? 27 personnes. 27 personnes, ça recrute. Ça recrute, oui, ça recrute toujours. Toujours, Donc, il y a toujours des besoins. Des candidats, vous pouvez déposer votre CV. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation, très Merci, intéressant. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? On a une question de Denis. Je vais passer le micro. C'est un peu compliqué de passer le micro, mais on va y arriver. Merci. Bonjour, Denis Robin, Highlights. Est-ce que le déploiement de la 5G est un catalyseur du déploiement de la route connectée? Et j'ai une deuxième question, désolé, elle est un peu anxiogène. Quid de la protection contre la cybercriminalité de ces infrastructures? Merci. 2 excellentes questions. Alors, je ne promets pas d'avoir toutes les réponses à ces questions, mais sur la deuxième, c'est un énorme sujet. Hein, c'est un énorme sujet. Vous n'avez pas envie que quelqu'un prenne le contrôle de votre véhicule ou au moins brouille l'information. Donc, j'ai mentionné dans les challenges de la perception débarquée la connectivité et la sécurité du flux d'informations. On n'a évidemment pas encore toutes les réponses, mais c'est un gros sujet. Et je pense que c'est un sujet majeur qui n'est pas que lié aux véhicules autonomes. Hein. C'est un sujet beaucoup plus large et très vaste. Et oui, la 5G, bien sûr, est un accélérateur sur ce type de sujet. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas, mais c'est typiquement ce type de technologies qui vont permettre de rendre nos infrastructures plus efficaces et plus connectées. Voilà. C'est une question qu'on pourrait poser à Jean-Michel. Je ne sais pas s'il est là. Jean-Michel est là. Tu es là? Oui. La technologie d'échange d'informations choisie par PSA pour les véhicules, est-ce que c'est la LTE, quoi, 3G, 4G, etc. C'est en discussion. D'accord. Donc c'est au sein d'un consortium d'études ou c'est juste chez PSA la discussion? D'accord. Donc cette question-là est en cours de traitement chez PSA au sein d'un consortium. Et Pierre? Permet un complément d'information parce que forcément côté infrastructure on réfléchit à ça pour savoir quelles antennes, quels équipements télécoms on va mettre côté infrastructure. La 5G va permettre beaucoup de choses pour certains types d'applications, notamment les applications qui ont besoin de transférer des gros volumes de données avec des latences très faibles. Mais en attendant, il y a d'autres technologies qui existent aujourd'hui. Le cellulaire d'aujourd'hui, la 3G, 4G, pour les applications qui nécessitent de la longue portée. Il y a d'autres types de connectivité, courte portée, qui existent aujourd'hui dans le monde des véhicules connectés, qui sont utilisables aujourd'hui et déployables aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin, je pense que personne n'attend la 5G. Tout le monde commence à travailler déjà aujourd'hui sur le véhicule connecté et sur la connectivité au service du véhicule autonome. Et quand la 5G arrivera, bien sûr on l'utilisera pour des applications spécifiques. Mais ça prendra du temps, ça n'aura du sens que qu'en cas de déploiement un petit peu massif de la 5G. Aujourd'hui, tout le réseau autoroutier n'est pas encore couvert en 4G. Alors la 4G, ça existe depuis des années. Donc si ça suit la même courbe de développement, la 5G, il ne faut pas attendre que la 5G soit partout pour commencer à faire des choses. Juste préciser, la technologie d'échange entre l'infrastructure et les véhicules, pour l'instant, il y a l'ITS-G5 qui sert à ça, et prochainement le CV2X. Est-ce que tu peux répéter? Oui, je disais, le principe d'échange actuel entre l'infrastructure et les véhicules, c'est l'ITS-G5, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, et prochainement le CV2X. D'accord. Voilà. Et pareil pour l'aspect sécurité, il y a le mécanisme de la public key infrastructure, qui est là justement pour garantir l'authenticité des interlocuteurs entre l'infrastructure et les véhicules, ou entre les véhicules eux-mêmes.
Donc je ne dis pas que c'est absolument garanti, mais ça a été prévu dans le design de ces mécanismes d'échange. Et c'est appliqué aujourd'hui. Oui. Si on se paye l'infrastructure. Qu'on utilise dans ce projet-là. Ces technologies-là, l'ITSG5, on utilise dans ce projet-là. On essaye aussi, enfin, on fait aussi le cellulaire. Dans le tunnel, il y a de la 3G, en extérieur, il y a de la 4G. Donc on fait avec les technologies d'aujourd'hui. La 5G, on sera ravis d'utiliser quand on sera là. Alors on est sorti de ton sujet, Emmanuel, on va essayer de revenir sur tes questions qui te concernent. Merci. J'avais deux questions, une à court terme, une à moyen terme. À court terme, comment est-ce que vous générez de la valeur? Ou est-ce que la start-up, l'idée est géniale, tout le principe, donc bravo pour tout le travail. À court terme, est-ce que vous créez déjà de la valeur ou est-ce que ça n'est entre guillemets que pour les véhicules autonomes? Et à moyen terme, du coup, comment est-ce que vous vous protégez en termes légaux, puisque vous envoyez des informations à la voiture? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur dans les informations? Après, sur l'interprétation, ce sera le véhicule, mais comment vous protégez sur l'envoi de ces informations? Merci pour les deux questions, parce qu'elles nous projettent un petit peu au-delà du cadre expérimental, parce que comme j'ai expliqué, on est d'abord dans un cadre expérimental. Donc comme dans tout cadre expérimental, on a un gigantesque bac à sable devant nous, on est en train de chercher, et on s'interdit pour l'instant, en tout cas à court terme, de chercher les moyens de commercialiser ou tirer profit de ça, mais évidemment, on les a en tête. Créer de la valeur sur le véhicule autonome, nous, en tout cas, le positionnement de Cyclope, c'est de se positionner sur cette génération de data, rendre l'infrastructure intelligente, et on travaillera avec les gestionnaires d'infrastructure sur ce qu'on peut faire avec eux. Voilà. Et Vinci Autoroute en est un parfait exemple. Et sur les contrats, ça va être le même sujet, c'est-à-dire que quand on travaillera avec les gestionnaires d'infrastructure, ils nous diront comment vous pouvez m'assurer à 99,99% qu'il n'y a pas de problème et comment vous pouvez me le prouver. Donc pour prendre un comparatif, aujourd'hui quand on travaille sur des sujets par exemple de détection automatique d'incidents dans les tunnels mais pas pour des véhicules connectés, on a des exigences réglementaires et légales pour détecter des taux d'incidents. Depuis notamment le drame du Mont-Blanc, il y a des exigences qui ont été fixées. Ou quand on travaille sur la classification de véhicules au péage, Vinci Autoroute, par exemple, nous demande d'atteindre des taux de performance qui sont supérieurs à 99,95%, ils veulent le mesurer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils de mesure. Donc dans notre cas, par exemple, qui s'appelle Deepboard, et c'est des outils sur lesquels vous pouvez faire des extracts des mesures que Cyclope renvoie et les comparer à la réalité, avec des opérateurs qui vont vérifier le réel, et puis sur des matrices de confusion, se rendre compte de la pertinence en fait, de l'algorithme. Et ça, évidemment, les approches en IA, elles ne se font pas, tac, je construis le truc et c'est réglé, elles se font par vagues successives d'apprentissage. Donc on va monter en compétences au fur et à mesure du temps. Voilà, donc là, je vous donne un exemple, un parallèle de ce qu'on fait sur d'autres projets où on a les mêmes questions, et ça sera les mêmes approches sur le véhicule autonome. Mathieu Varnier, Pure Data Source, la question un peu liée à la fin de votre dernière réponse. Je voulais savoir quel type d'algorithme vous utilisiez et si vous aviez des problématiques d'annotation, d'image ou de vidéo. Alors là, je vais laisser mes data scientists si certains veulent prendre la parole, mais on ne va pas communiquer sur les types d'algorithmes qu'on utilise. Au moins les grandes familles peut-être. Ouais. Tu veux dire un mot, par exemple, à ça? Non, on ne va pas communiquer dessus. On va pas communiquer dessus. On devrait faire un autre meet-up technique dédié sur ces sujets-là, faire des présentations. Et sur l'annotation, problématique d'annotation, est-ce que vous avez des... Il y a une problématique d'annotation comme tout projet d'intelligence artificielle. Le gros sujet pour nous, c'est d'avoir de la donnée qualifiée. Donc on passe énormément de temps, et les gens dans cette salle le savent. On passe un peu moins de temps maintenant parce qu'on commence à avoir collecté de la donnée, mais on passe énormément de temps à s'assurer d'avoir de la donnée de base qui est qualifiée, annotée, parfaite. Et en fait là-dessus, l'appui d'un partenaire comme Vinci Autoroute est extrêmement précieux, parce que ça nous a permis très rapidement de monter en compétences avec une acquisition de données, j'ai envie de dire monstrueuse, parce que c'est 800 millions de transactions par an qui se baladent sur un réseau comme celui de Vinci Autoroute, donc ça vous donne des cas d'usage assez vite. Voilà. Et toutes les startups d'intelligence artificielle ont le même sujet,
Et tous les grands groupes qui travaillent sur ces sujets, le même sujet, c'est comment je m'assure d'avoir de la donnée qualifiée, pertinente, avec le souci des règles de RGPD qui viennent en plus rajouter une petite subtilité à la française et à l'européenne sympathique. Voilà. Est-ce que vous cachez les numéros de plaques d'immatriculation? Oui, on est obligé de, par exemple sur notre projet, sur d'autres projets, on est obligé de flouter toutes les plaques d'immatriculation, les visages, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à cette information et parce que vous n'avez pas forcément envie qu'on sache que vous êtes dans votre véhicule à cet instant T. Voilà. Est-ce que vous pouvez accéder à des historiques de données d'enregistrement d'infrastructures de la part de Vinci Autoroute? Alors, toujours pour les mêmes raisons, on est soumis à la loi qui nous oblige de détruire les données au bout d'un certain temps spécifique, sauf usage bien particulier. Donc, on doit entraîner nos algorithmes en temps réel et on est soumis à ces contraintes de détruire, en l'occurrence, les règles, c'est celles que généralement on les met d'ouvrage ou nos clients, c'est-à-dire que c'est les règles, on s'applique les mêmes règles qu'à eux. Pour ne pas garder la donnée au-delà du temps nécessaire. Voilà. Une dernière question avant de passer à la suite. Didier. Oui, Didier Dusclos, IoT et véhicules connectés. Juste, je me demandais comment ça pouvait s'exporter, tout ce que vous faites, dans la mesure où aujourd'hui c'est un projet qui est franco-français peut-être. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais comment ça s'exporte? Il doit y avoir des problèmes d'interface qui sont différents selon les pays. Projet franco-français, oui. Alors SAM, on en a dit un mot, mais je vais juste faire un petit peu en arrière pour que vous compreniez. SAM, c'est un consortium qui regroupe toute la filière du véhicule et de la mobilité autonome française. Donc il y a PSA, Renault, côté véhicule individuel, il y a tous les navettistes, Navia, EasyMile. Il y a tous les opérateurs de mobilité, RATP, SNCF, Keolis, Transdev. Il y a Vinci Autoroute, côté infrastructure. Il y a des équipementiers, il y a des centres de recherche. Donc, la plupart des entités en France qui travaillent sur le véhicule autonome sont regroupées au sein du consortium SAM. Et SAM a répondu à un appel à projet du gouvernement français l'année dernière et a gagné, est un des consortiums qui a gagné cet appel à projet pour dynamiser la filière française et pour accélérer les expérimentations de véhicules autonomes en France. Voilà, c'est ça le but de SAM, ça dure 3 ans. Et donc dans SAM, il y a 13 expérimentations de véhicules autonomes en France, diverses et variées, du véhicule particulier, de la navette, de l'urbain, de l'autoroute, etc. Existe-t-il des expérimentations similaires au niveau européen? Oui, bien sûr. C'est en cours ou c'est bientôt? C'est passé, c'est futur, c'est bien sûr. Donc SAM, c'est franco-français. Est-ce que ça s'exporte? Je ne me prononce pas pour la perception débarquée, mais une caméra qui est en Allemagne et qui fournit des images... Il n'y a aucune raison à ce que ça ne s'exporte. Il n'y a aucune raison à ce que ça ne s'exporte pas aujourd'hui. Comme l'a dit Pierre, les technologies utilisées sont des technologies qui sont celles existantes sur le marché. Les problématiques sont les mêmes à l'étranger. Maintenant... Ça peut se jouer au niveau des standards. Si ceux qui font les standards sont à l'étranger. Ah bah oui, non mais bien sûr, il y a tous ces sujets des standards. Il va y avoir de nouvelles interfaces à faire. Sur la connectivité, par exemple, nous on réutilise les standards qui existent, qui sont décidés par l'ETSI, qui sont les standards ITS G5. Et donc ça, c'est tous les acteurs du véhicule autonome utilisent ces standards-là, hein, pas que les Français, pas que les Européens. Donc nous, on s'appuie au maximum sur ce qui est standardisé, notamment en termes de connectivité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Voilà, on voit une présentation qui est extrêmement complémentaire, mais dans d'autres cas d'usage, d'autres contextes qui sont développés par l'Institut VDCOM. Si vous ne connaissez pas déjà, Aziz, tu pourrais nous présenter rapidement ce que c'est l'Institut VDCOM et ensuite nous présenter vos travaux via ta présentation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc VDCOM, c'est un institut de recherche, c'est une fondation qui est partenariale avec l'industrie automobile. C'est un institut de transition énergétique qui a été créé en 2013-2014. Donc l'objectif de l'institut, c'est d'accélérer la transition en énergie. Donc ça a été créé par l'État et financé par les partenaires industriels et une partie par l'État. Donc on traite 3 axes principaux qui sont le véhicule électrique, les mobilités
et le véhicule autonome et connecté. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la partie infrastructure intelligente pour le véhicule autonome. Donc moi de base je suis un chercheur en vision par ordinateur et aujourd'hui je suis responsable de l'équipe capteur pour le véhicule autonome et l'infrastructure. Donc on entend parler de l'infrastructure intelligente. L'infrastructure intelligente c'est quoi? C'est l'infrastructure qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a dans les routes. En plus de ça, elle embarque plusieurs capteurs, donc les capteurs débarqués, qui eux ont des unités de traitement qui permettent d'assurer cette intelligence, donc pour pouvoir communiquer au véhicule autonome d'autres informations auxquelles il n'a pas accès. Donc parmi le matériel qu'on a, donc on a de la connectivité qui passe par des liaisons filaires ou des liaisons sans fil. On a des capteurs équipés, soit des processeurs embarqués qui font un traitement local et renvoyer directement l'information, soit avec une connectivité envoyée à des serveurs qui vont extraire les informations et le retransmettre au véhicule. Les véhicules sont équipés d'autres capteurs qui permettent de faire la réception de ces messages, de les décoder et les intégrer dans leur process de décision pour pouvoir circuler en toute sécurité. Donc, comme pour le véhicule autonome, l'infrastructure intelligente, elle a aussi 5 niveaux. Donc, on a le niveau conventionnel. Donc, il y a le niveau où l'infrastructure, elle n'est pas du tout représentée pour le véhicule. Donc, le véhicule, il circule dedans, mais il n'a aucun accès à cette information. Donc, ça, c'est le niveau E. On a le premier niveau, qui est le niveau D, où là, le véhicule, il a une information sur l'infrastructure. Donc là, on retrouve les cartes qu'on utilise déjà aujourd'hui. Mais il n'a pas des événements dynamiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la carte, on a la position des panneaux de signalisation, du marquage routier. Par contre, tout ce qui est panneau à message variable, ça n'existe pas. Tout ce qui est feu tricolore, il n'y est pas à l'intérieur. Donc, c'est quoi au niveau C, donc, où on commence à avoir une information digitale qui devient intéressante pour les niveaux d'autonomie du véhicule autonome qui est plus élevé. Donc, c'est plus niveau 2, peut-être 3 ou 4. Donc, dans ce cas-là, on a l'information sur l'infrastructure en entière. Et en plus, on a des messages, on a une information sur des événements dynamiques, comme les travaux, comme du coup les panneaux à signalisation variable. Et après, on a le niveau B, donc c'est le 4e niveau qui, lui, en plus de ces messages variables, on a une perception coopérative, c'est-à-dire l'infrastructure et le véhicule vont utiliser des méthodes de perception qui s'intègrent entre elles pour se compenser. Et le dernier niveau, c'est-à-dire on part plus loin, où l'infrastructure, elle assure aussi la planification, donc la partie décisionnelle qui, aujourd'hui dans le véhicule, on peut aussi imaginer la partager avec l'infrastructure. Donc les cas d'usage, donc moi on s'intéresse plutôt au niveau les plus élevés en termes d'autonomie. Donc les cas d'usage sont les suivants, ils ne sont pas exhaustifs, mais on peut imaginer d'autres. Donc notamment, c'est tous les scénarios où les capteurs qui sont embarqués dans le véhicule, ce n'est pas suffisant pour assurer la sécurité de circulation. Donc ça, notamment, tout ce qui est intégré de l'infrastructure, là où on a des angles morts par le véhicule autonome. Donc par exemple, c'est le cas où on a une pente avec un véhicule qui circule, donc on n'a pas les capteurs qui sont intégrés dans le véhicule ici. Ils voient en haut, ils ne savent pas qu'il y a un vélo, du coup, avoir une infrastructure qui permet de détecter ça et remonter l'information au véhicule pour prendre sa décision, c'est utile. C'est pareil, le deuxième exemple, on a un grand virage avec un obstacle devant, donc les capteurs du véhicule n'arrivent pas à voir ce qu'il y a devant, est-ce qu'il y a un obstacle, peut-être qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée, et du coup c'est pareil. On a le problème de l'arrêt du bus, où le bus il s'arrête, il y a des passagers qui descendent, donc il y a un passage piéton, le véhicule qui est derrière il ne voit pas, est-ce qu'il va traverser ou pas, il faudra attendre.
Donc ça, avoir une infrastructure qui permet de détecter les piétons ou les autres véhicules dans le cas d'un carrefour et l'envoyer à la voiture autonome, ça permet d'assurer plus de sécurité. Et on a aussi l'exemple du rond-point, c'est-à-dire où chaque véhicule, au moment où il tourne, peut-être ses capteurs, s'il n'a pas suffisamment de capteurs à 360 degrés, il y a toujours des angles morts. Et du coup, pour compenser ça, c'est plutôt à l'infrastructure. On peut aussi imaginer, pour aller au niveau 5, on a un rond-point comme ça, c'est-à-dire la décision d'entrée et de sortie de rond-point, c'est pas au véhicule de la prendre, mais c'est à l'infrastructure qui a une visibilité globale, et elle va dire, tel véhicule, c'est à vous de rentrer, il faut prendre la deuxième voie du rond-point, et maintenant, le véhicule numéro 3, c'est à vous de sortir, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les cas d'usage qui justifient l'utilisation d'une infrastructure intelligente. Donc aujourd'hui, les challenges sur l'infrastructure, on en a déjà parlé, l'équipe de Cyclope. Donc au niveau infrastructure, aujourd'hui, il y a tout ce qu'on connaît comme problématique, câblage, ramener la fibre optique, assurer la connectivité, assurer les capteurs, mais au-delà, on a des problématiques de recherche sur le positionnement optimal des capteurs. Aujourd'hui, on a 3-4 caméras, on a 2 lidars. Comment on connaît leurs caractéristiques, où est-ce qu'on va les placer pour en tirer le maximum d'informations et que ce soit utile pour le véhicule. D'un point de vue perception, donc là, et Cyclope, on a parlé plus, donc je ne vais pas détailler, mais on a des problèmes de performance déjà des algorithmes, on a des latences de traitement. Donc, pour traiter, par exemple, une image, on la récupère, on analyse derrière. Le temps qu'on analyse, il y a un temps qui passe. Du coup, ça crée une latence. Du coup, est-ce que c'est pas dramatique pour le véhicule de lui envoyer une information en retard? Pour tout ce qui est coopération, on parle de fusion de données, mais aujourd'hui, concrètement, comment on va fusionner les informations pour en tirer avantage? C'est-à-dire, on entend fusion de données, ça résout tous les problèmes. Mais si on n'arrive pas à bien fusionner, on a plus tendance à dégrader les performances que les augmenter. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un grand challenge, surtout quand il s'agit des capteurs multimodalités, c'est-à-dire hétérogènes qui ne traitent pas le même type d'information. On a aussi une problématique plutôt recherche que je pense qu'industrielle. Aujourd'hui, comment on va répartir les tâches entre le véhicule et l'infrastructure? Est-ce que c'est plus pertinent de débarquer un grand nombre de perceptions sur l'infrastructure et de laisser le véhicule circuler avec le strict minimum, ou si l'inverse, intégrer tout dans le véhicule et du coup on n'aura pas besoin d'une infrastructure intelligente? Et le dernier point, c'est les communications. Donc ça aussi, on en a parlé. Il y a des problèmes de bande passante. Aujourd'hui, si on veut transférer les données et qu'on récupère des capteurs, supposons on a un rond-point avec 3 lidars, une dizaine de caméras pour couvrir tout le champ. Si on se dit qu'on va débarquer le traitement sur un serveur, c'est-à-dire il faut assurer la bande passante pour véhiculer toutes ces informations, arriver au serveur, les traiter, les renvoyer aux unités de bord de route pour pouvoir les envoyer au véhicule. Donc on a vraiment un challenge de bande passante et de latence, de transmission. C'est-à-dire pour transférer tout ça, ça demande de temps. Est-ce que c'est pas critique pour le véhicule? Et le dernier problème, c'est le problème de la sécurité des transferts. Donc aujourd'hui, il y a des recherches sur le chiffrement, il y a d'autres méthodes pour traiter ces problèmes. C'est déjà des problèmes qu'on a dans la vie courante avec Internet et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous à Vidicom, on s'intéresse à certaines de ces problématiques. Donc nos pistes pour répondre à certains de ces problèmes. Donc la première des choses, on parle de la fusion, on parle débarquer, embarquer. Mais la question d'abord, enfin, est-ce qu'on sait vraiment caractériser nos capteurs? Est-ce qu'on connaît les limites de chacun des capteurs et comment ils sont complémentaires? Parce que si on fait de la fusion, c'est toujours intéressant d'utiliser 2 capteurs qui sont complémentaires pour améliorer les performances. Et c'est pareil. Est-ce que si on arrive à bien évaluer les performances des véhicules, du traitement embarqué dans le véhicule, ça permettra en fait de définir une infrastructure qui est beaucoup plus adaptée. Donc nous, on travaille sur des méthodologies d'évaluation et la quantification des performances des capteurs, que ce soit pour le véhicule autonome ou pour l'infrastructure.
Et du coup, ça se fait à travers des méthodologies, en proposant des scénarios critiques et en définissant des métriques représentatives. Il y a la grosse problématique, c'est la problématique de perception. Donc, il y a pas mal de recherches aujourd'hui dans la communauté, que ce soit en traitement de l'image, en lidar, en fusion de données, qui s'intéressent à comment on va améliorer les performances de détection d'obstacles, de détection de marquage, ainsi de suite. Donc, on travaille aussi sur cette thématique, donc avec tout ce qui ça contient comme méthode en deep learning ou en vision classique. Donc il y a tout ce qui est aussi exploration des capteurs nouvelle génération. Donc il y a des capteurs qui commencent à sortir en recherche. Ça fait un moment que ça tourne dans la communauté de recherche. Aujourd'hui, on commence à avoir les premiers produits industriels qui sont commercialisés. Donc ça serait intéressant de voir un peu en amont qu'est-ce que tout cela peut apporter aux véhicules autonomes. Donc nous, on s'intéresse plutôt à la caméra événementielle qui est souvent utilisée par la communauté, pas mal utilisée par la communauté des drones, parce que c'est un capteur qui renvoie des pixels qui sont asynchrones, et il est réactif plutôt au changement de lumière qu'au codage de la luminosité pour fournir l'image, ainsi de suite. Donc là, on voit un peu par exemple les avantages, notamment sur cette image qui est fournie par Profizee, qui est un des constructeurs de caméras événementielles. Donc on voit ici, il y a une personne dans le noir, on ne le voit pas la nuit, et avec la caméra, on arrive quand même à voir sa silhouette. On travaille aussi donc, sur tout ce qui est le développement de capteurs, plutôt des prototypes de capteurs en prenant en considération les contraintes infrastructure. Donc il y a des contraintes routiers, on maîtrise l'infrastructure, on peut installer les équipements, on n'a pas besoin d'autorisation, mais aujourd'hui, si on veut installer un capteur en ville, il faut passer par la ville, il faut passer par la mairie, il faut avoir l'autorisation. Il y a des contraintes sur RGPD, il ne faut pas garder les données, ainsi de suite. Donc le seul moyen de faire ça, c'est de développer en fait, des capteurs intelligents avec un traitement local où on récupère à la sortie du capteur, il n'y a que l'information au niveau qui nous intéresse. Par exemple, on compte les vélos, on utilise une caméra. Si on doit traiter nos données sur un serveur, les envoyer, on a plus de risques à se faire pirater. Il faut les stocker, les traiter et les renvoyer. Donc on peut imaginer un système où on a une caméra avec un processeur intégré juste derrière et du coup qui fait le traitement local. Il n'y a aucune information qui sort, sauf par exemple, si on s'intéresse au comptage, le nombre de vélos qui sont passés dans la journée. Et en termes de connectivité, donc on travaille sur tout ce qui est hybridation optimale des vecteurs de communication. Donc il y avait des questions par rapport à la connectivité. Je ne suis pas expert, mais la 5G, c'est un peu le Graal en termes de connectivité. On attend que ça arrive, qu'elle soit déployée pour voir un peu ce que ça donne. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes, on a besoin de plus de bandes passantes. Il y a des endroits où on a plus besoin de latence et accéder plus rapidement. Donc aujourd'hui, ce qui est utilisé par exemple entre l'infrastructure, c'est le J5, donc c'est une sorte de Wi-Fi véhiculaire. Et donc nous, en fait, on travaille sur des méthodes à comment hybrider ce type. On a la 4G, on a ça, quand est-ce qu'il faut allouer la 4G et quand est-ce qu'il faut utiliser le véhiculaire et arriver jusqu'à proposer des solutions avec un changement en temps réel par rapport aux informations envoyées. On travaille aussi sur la meilleure répartition des traitements entre le véhicule et l'infrastructure. Donc il y a certaines fonctionnalités qui sont critiques en termes de sécurité. Peut-être il faudra plutôt les traiter à l'intérieur du véhicule ou à l'infrastructure proche, c'est-à-dire avec un traitement local pour avoir le minimum de latence et envoyer au véhicule. Et le dernier point, c'est s'intéresser donc une méthode de détecter un peu l'intrusion dans les réseaux. On ne travaille pas sur le chiffrement des communications, mais plutôt en fait on a des systèmes qui permettent de détecter est-ce qu'il y a des intrusions anormales dans le réseau. Donc par exemple un débit qui passe de 0 à 100 assez rapidement, ben, il y a un problème. Du coup il y a des algorithmes qui regardent tout ça. Donc voilà pour ma présentation, je vais laisser un peu le petit film tourner.
si vous avez des questions, on peut en parler. Donc c'est combien de personnes l'Institut Vidicom? Aujourd'hui, on est aux environs 250 personnes. Où ça? On est à Versailles, à Satori, sur le plateau de Satori. Vous travaillez donc sur toutes les technologies, l'infrastructure, véhicules. Donc aujourd'hui, Vidicom, il a plutôt une approche système, donc il traite un peu toute la chaîne. Donc en termes de véhicules, après il y a vraiment trois axes principaux, j'insiste sur ça. Il y a la partie véhicules électriques, donc on développe tout ce qui est, disons, de l'heure, des systèmes de recharge, pas que ça, je ne suis pas expert. Il y a la partie mobilité, on s'intéresse un peu à tout ce qui est optimisation du trafic, soit urbain, soit ailleurs, tout ce qui est simulation pour étudier comment améliorer les flux en ville, ainsi de suite, le dernier kilomètre. Et après, il y a la partie véhicule autonome, donc, dont je fais partie. Et là, on a trois principaux axes. Donc, il y a tout ce qui est intelligence artificielle et système pour comprendre l'intelligence artificielle pour le véhicule autonome. Donc, développer des méthodes d'annotation semi-automatique pour les données de rodage. Il y a tout ce qui est perception multicapteur et localisation pour le véhicule. Donc ça, c'est vraiment côté embarqué dans le véhicule. Donc on travaille sur les méthodologies comme du SLAM, la détection d'obstacles, et avec nos partenaires. Il y a une équipe qui travaille sur la connectivité, donc c'est un peu ce que j'ai décrit. Et après, il y a l'équipe dont je suis responsable et on travaille sur l'infrastructure. Très bien, très bien. Panel de tous les études chez l'Institut Vidicom. Vous faites partie aussi de l'expérimentation SAM. Ouais. Ok, très bien. Impressionnant. Est-ce que vous avez des questions? Tout au fond. Allez, on va prendre le micro parce qu'on est enregistré. Si vous pouvez vous présenter rapidement, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour la présentation. Vanessa Iwaz, Open Data Soft. Alors, je trouve intéressant en fait, la démarche de l'infrastructure intelligente, parce que je me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut mieux avoir l'intelligence dans la voiture ou dans l'infrastructure. Je me pose vraiment la question sur le fait que la voiture embarquer autant d'intelligence, il va vraiment avoir une question peut-être de problème de batterie ou bien vraiment il y aura vraiment un vrai enjeu en fait, de batterie. Et mettre des lidars, des capteurs, ça consomme énormément d'énergie. Et aussi sur le dernier kilomètre, est-ce qu'on aura toujours besoin d'une voiture ou est-ce qu'on aura d'autres types de véhicules beaucoup plus doux? Donc ça aussi, on se pose la question de savoir si les voitures ne vont peut-être que circuler dans les autoroutes un jour. Donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que dans une stratégie en fait, d'infrastructure intelligente, avec effectivement donc, une mutualisation d'infrastructure, parce que l'infrastructure est de nature nativement mutualisable parce que tous les véhicules passent dedans, quel que soit le véhicule, est-ce que la stratégie en fait, de partager l'information que l'infrastructure va pouvoir capter dans son environnement, donc à chaque instant, et de pouvoir la partager avec l'ensemble des véhicules, donc de pouvoir les prévenir un peu en amont d'obstacles qu'elle va peut-être rencontrer à 1 kilomètre de distance, donc d'avoir une trajectoire en fait, qui soit adaptée par rapport à l'environnement qui va évoluer. Est-ce qu'on est dans une logique un peu de partage de données
sur ce type d'infrastructure intelligente? Est-ce qu'on est vraiment dans le fait qu'on pourra communiquer avec l'ensemble des types de véhicules, en fait, à l'instant T, les données que le capteur de l'infrastructure va pouvoir capter sur son environnement? C'est une question un peu complexe, un peu vague, mais... Ouais. C'est une question parce que au-delà en fait déjà des problématiques techniques qui aujourd'hui ne sont pas encore résolues, on a pas mal de questionnements, notamment sur la question est-ce que vraiment il faut embarquer. Aujourd'hui, si on peut embarquer tout dans le véhicule, on n'aura pas besoin de l'infrastructure. Mais aujourd'hui, en tout cas, techniquement, c'est encore pas possible. Après, je ne crois pas que ça arrivera dans les années à venir, qu'on soit totalement autonome que dans le véhicule. Donc on aura probablement besoin de l'infrastructure. Pour la question, est-ce que du coup c'est un partage d'informations? Oui, il y aura une information qui sera partagée au véhicule. Après, c'est pareil. Est-ce que, d'un point de vue éthique, est-ce que celui qui récupère l'information, il peut la posséder, ou si juste en fait ça passe à l'intérieur du traitement et du coup c'est le constructeur ou l'équipementier qui va récupérer à l'intérieur du véhicule cette information, qui va la posséder et être responsable. Mais je pense aujourd'hui il y a vraiment un challenge social ou légal par rapport aux données. Aujourd'hui, est-ce que déjà quelqu'un qui achète un véhicule autonome, il a les capteurs à l'intérieur, il a l'information qui arrive, est-ce que ces données-là appartiennent à celui qui a acheté le véhicule, appartient au constructeur, appartient à l'équipementier qui a vendu les différents modules qui acquièrent l'information? Aujourd'hui, il n'y a pas encore, c'est pas encore tranché. Et on parlera de ce sujet le 23 avril au prochain Meetup Voiture Connectée Autonome. Donc on vous invite à continuer ce débat le 23 avril. C'était une petite parenthèse pub, promotion. Merci Aziz. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'Institut VDCOM? Merci. Éric Lemonnier, IR Technologies. Une question, c'est que là je suis très heureux parce qu'on voit plein d'acteurs de différents univers. Le monde du transport de la personne, donc il y a le projet SAM, ils sont dedans. Le monde du transport de la marchandise aussi, l'urbain, l'interurbain, etc. Comment sont les autres acteurs? Parce que là, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un panel avec 150 personnes, mais quel est le retour que vous avez côté constructeur auto, côté infrastructure, vous-même VDCOM? Comment réagissent ces autres acteurs? Parce qu'il n'y a pas que de la voiture individuelle sur les routes aujourd'hui. Il y a aussi du 2 roues, parce qu'on en prend de 4 roues. Quels sont les acteurs? Est-ce qu'ils sont impliqués? Quels sont les autres acteurs? Je ne sais pas, le monde du camion, tous les camions, les fournisseurs et tout ça. Le transport aéroportuaire, les navettes de type Charlotte, ils font des tests de véhicules autonomes au milieu des avions. Voilà, alors il y a les zones privées comme ça, fermées, etc. Mais là, c'est pour moi aussi ce qui est nouveau, enfin un petit peu nouveau, mais surtout c'est de voir, il y a 10 ans, c'était pas comme ça entre le monde de l'industrie automobile et les infrastructures. Je vois que ça commence à parler ensemble et que ça avance bien. Donc on voit qu'il y a des progrès de ce côté-là, et j'en suis très heureux. Mais par exemple, là, on parle du réseau concédé, le réseau non concédé, etc. Est-ce qu'on sent tous les autres acteurs, encore une fois, présents dans cette mouvance? Et la question est même à l'assistance. Merci beaucoup. J'ai pas bien compris la question par rapport aux... Je tente une réponse. Je pense que tous les objets de la route actuelle sont en train d'être automatisés. Les voitures, les camions, etc. Et c'est même pire que ça, il y a d'autres types d'objets qui apparaissent. On a parlé des shuttles, des Navia, des EasyMiles, ça n'existait pas il y a quelques années. Des droïdes de livraison, on parlait de livraison de dernier kilomètre. Il y a plein de droïdes qui se lancent. Je pense à Twinswheel, je pense à Valeo qui a montré son droïde de livraison dernier kilomètre au dernier CES. Il y a une startup qui fait un peu de bruit aux US qui s'appelle Muro qui livre déjà en partenariat avec des supermarchés des courses. Donc il y a non seulement les objets traditionnels qu'on a sur nos routes sont en train de s'automatiser, mais d'autres objets profitent des fonctionnalités d'automatisation pour émerger. Donc je pense que toute la mobilité est en train de s'automatiser. Je parle sous le contrôle d'autres. Moi j'avais une question. Et pardon, juste pour compléter, par exemple, sur le rôle de l'infrastructure, vu que c'est le thème de ce soir, bien sûr que des navettistes, par exemple, commencent à utiliser l'infrastructure
à commencer par la connectivité, mais aussi la perception débarquée. Il y a des expérimentations, je pense à Rouen par exemple. Il y a Paris-Saclay où il y a des navettes dans le cadre Paris-Saclay Autonomous Lab. Donc il y a des navettes en autonomie, pour des tests pour l'autonomie avec une infrastructure qu'on a installée en travaillant avec nos partenaires, donc Renault et Transdev sur le projet. Donc il y a une partie navette pour représenter un peu le taxi autonome. Il y a le taxi autonome mais aussi un véhicule et plus des navettes en autonomie avec un échange avec l'infrastructure. Et je voulais juste rajouter, moi je suis un des acteurs, enfin, je représente un des acteurs des équipements de voirie. On a bien conscience des changements, et du besoin d'équiper l'infrastructure. Effectivement, on a dans nos roadmaps tout même des expérimentations sur tout ce qui est présenté aujourd'hui, que ce soit UBR, UEV et même effectivement tout ce qui est présenté, c'est des choses qui ont déjà été, qui sont en cours d'expérimentation. Même les acteurs de il y a toutes les grandes villes aussi qui s'y mettent, sur des projets nationaux ou même européens. Enfin, on sent qu'il y a une dynamique, mais c'est de savoir si tout le monde va dans le même sens et avec le même intérêt au niveau de la mobilité. Des fois, parce que j'ai l'impression que par mon métier, je vois, c'est encore, il y a des verticaux qui sont là encore. Après, je pense que ce que tout le monde a compris, c'est que finalement, c'était des sujets tellement complexes que personne ne pouvait y aller tout seul. Donc, tout le monde sait bien qu'il faut faire des partenariats. Après, quand on fait des partenariats dans l'industrie, c'est normal. Chacun cherche les lignes de frontières, mais je pense que plus personne n'a la prétention de pouvoir tout faire tout seul. Pour résumer la discussion, en fait, il semblerait, selon vos témoignages, que la complexité de ce sujet requiert des partenariats entre les différents acteurs. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est en train de se mettre en place, c'est à sa vitesse. En tout cas, tout le monde a compris et tout le monde est témoin que c'est nécessaire. Et c'est pas juste des partenariats technologiques, c'est aussi parce que chacun vient de business différents, avec des règles de business différentes, des façons de faire différentes, et personne ne peut maîtriser tous les business. D'où le projet SAM qui permet de réunir tout le monde autour. Oui, question. Donc Philippe Chiquiel à nouveau. C'est pas le premier événement véhicule autonome auquel je participe. Et il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'on parle jamais de maintenance. Et donc je voulais savoir si, chez VDCom, vous parlez de maintenance, et quand on fait une architecture, répartition véhicule-infrastructure, c'est un des sujets qui me vient en tête. C'est une vraie question. Déjà, avant d'arriver à l'infrastructure intelligente, déjà aujourd'hui, la plupart des ADAS ils se basent un peu sur l'infrastructure existante. Donc tout ce qui est marquage, tout ce qui est panneau de signalisation, ainsi de suite, pour donner les informations. Déjà, la question déjà de comment on va maintenir ça pour que ça fonctionne correctement et surtout qu'on garantit le fonctionnement. Donc aujourd'hui, si je me trompe, vous me dites, mais aujourd'hui, la manière de faire, c'est toujours de garantir une infrastructure qui est fonctionnelle. Donc à se dire, dans 2 ans, on va refaire telle ou telle chose, parce qu'on sait que dans 2 ans, il y a une faible probabilité que ça soit abîmé. Donc, la question déjà, elle est là, mais plus de l'ordre économique. Aujourd'hui, comment on maintient l'infrastructure le plus efficacement à moindre coût? C'est-à-dire, si on doit refaire les marquages chaque mois, c'est juste impossible. Donc déjà, ça, c'est déjà une première question. Nous, à VDCom, on travaille sur cette partie-là, notamment pour tout ce qui est marquage routier, donc pour proposer des solutions de maintenance préventive. C'est-à-dire, on fait des acquisitions, on analyse les données, on va dire le plus optimal en termes de coût de maintenance et de garantie d'infrastructure, il vaut mieux intervenir 1 année après, 2 ans après. Après, en termes de maintenance d'infrastructure au sens intelligente, c'est-à-dire on a des capteurs, on a des calculateurs, on a de la fibre optique, on a des systèmes de communication. Si demain les véhicules autonomes se basent que sur ça pour fonctionner, comment on va garantir en fait que tous ces systèmes-là fonctionnent bien au bon moment? Donc ça aujourd'hui, je pense on n'est pas encore arrivé là parce que notamment en termes d'infrastructure,
c'est pas encore grandement déployé, on est encore au stade expérimental, c'est pas vraiment utilisé par le véhicule pour être interprété pour une prise de décision autonome. Aujourd'hui, on est au niveau ADAS, on prend l'information envoyée par l'infrastructure et du coup, ça nous donne une information supplémentaire, c'est-à-dire des alertes pour que le conducteur va prendre la meilleure décision. Donc si demain ça devient autonome, ça devient beaucoup plus critique parce que si le système se trompe ou il est défaillant, c'est-à-dire c'est la responsabilité déjà de qui, en plus ça va générer des accidents. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, la question de maintenance, elle est là, on la connaît déjà avec l'infrastructure existante, mais aujourd'hui on n'a pas... Je ne sais pas s'il y a des solutions, en tout cas à l'heure actuelle, ou des études qui sont faites à l'heure actuelle par rapport à ça. On prend deux questions avant de passer à la suite. Merci. Bonjour, Xavier Poussin de Wilt. Voilà, j'ai travaillé chez Forestia pendant 3 ans. Ma question porte sur l'empreinte carbone des solutions, du coup, de l'équilibre entre capteurs débarqués et capteurs embarqués. Est-ce qu'on sait un peu, est-ce qu'on a des études qui montrent quel est le bon équilibre pour avoir la plus faible empreinte carbone entre capteurs embarqués et capteurs débarqués? Il y a déjà la question, l'empreinte carbone, elle est liée au traitement qu'on fait, c'est-à-dire au serveur qu'on utilise. Demain, si on utilise des systèmes qui sont embarqués, si on utilise les mêmes systèmes qui sont dans le véhicule, sur l'infrastructure, ça revient quasiment au même, hors payer les transferts. Donc si on arrive à développer un système qui contient tout, une sorte de smartphone pour l'infrastructure, il acquiert l'image, il fait le traitement, je parle de l'image, mais un autre capteur, il acquiert le signal brut, il fait le traitement, il envoie l'information utile, ça revient quasiment au même à ce qui est dans le véhicule. Par contre, si demain, on a besoin d'utiliser du cloud avec des GPU pour faire le traitement, et là, ça dépend du coup de la puissance de traitement qu'on utilise derrière. Et ça, c'est un peu l'avantage aussi de l'infrastructure. Aujourd'hui, tout ce qu'on embarque dans le véhicule, il est contraint. Il est contraint en positionnement, en intégration, parce qu'on ne peut pas les placer comme on veut, sinon, esthétiquement, c'est pas joli, ainsi de suite, ainsi de suite. En termes de puissance énergétique, et du coup, en termes de puissance de calcul qui vient derrière, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est obligé d'embarquer des algorithmes à faible complexité, du coup, qui sont moins performants, mais qui réussissent à fonctionner en temps réel dans le véhicule, parce que si on veut des trucs qui sont gourmands, c'est-à-dire il faut placer des tours comme ce qu'on a, il faut une alimentation adéquate, et c'est juste impossible. Donc la question aujourd'hui, ça revient vraiment à la techno de traitement qu'on utilise derrière et au nombre du serveur. Une dernière question. Oui. Oui, bonsoir. Désolé, on squatte. Forcière également. J'ai une question. C'est la première fois que je suis là, alors ne m'en veuillez pas si la question a déjà été abordée. Ma question, c'est peut-être l'éléphant dans la cuisine, mais à qui profite le crime? C'est-à-dire que typiquement, quand on regarde les coûts d'investissement sur les infrastructures, les coûts qui sont reportés à l'intérieur des véhicules, à qui est-ce que ça bénéficie? Quel est le service rendu? Et qui est prêt à payer pour? Parce qu'on a un petit peu l'impression que on fluidifie la circulation, on améliore le rendement au niveau sécurité sur les routes. Mais typiquement, la quantité de technologie qui doit être embarquée dans le véhicule pour arriver à ça, le bénéfice opérationnel de confort fonctionnel au niveau de l'utilisateur est assez réduit. Et néanmoins, c'est lui qui va devoir prendre en charge une quantité de technologie très importante et coûteuse à l'intérieur du véhicule. Donc il va devoir le payer, et le bénéfice qu'il en tire est quand même assez minime. Donc je vois quand même un offset dans les deux. Est-ce que l'équation financière, plus la baignoire d'investissement qui doit être faite, puisque le taux de renouvellement de la flotte est extrêmement faible, on a un marché avec des véhicules qui vieillissent de plus en plus. Donc pour réussir à avoir quelque chose qui fonctionne,
Si on compte le CAGR, il faut 20 ans avant que ça commence à fonctionner. Je pousse un petit peu le curseur un petit peu loin, mais je voulais amener cette question, qui est peut-être un petit peu en dehors du périmètre d'action de FEDECOM. Je m'excuse pour le... Effectivement, cette question, je pense, c'est plutôt aux constructeurs d'automobiles de répondre par rapport au business model du véhicule autonome, qu'est-ce que ça peut apporter et qu'est-ce que ça ne peut pas apporter. Après, moi, je présenterai mon point de vue à moi. Je pense que le véhicule autonome, ça améliorera la fluidité du trafic parce que, aujourd'hui, on le voit notamment dans le métro. Les lignes qui sont automatisées fonctionnent mieux que les lignes qui ne sont pas automatisées. Donc, on peut imaginer le même scénario pour les véhicules de demain. Après, il y a un coût technologique qui est assez élevé. Après, donc, celui-là, il est là et c'est comme ça, si on veut atteindre ça, assurer plus de sécurité, plus de confort, je pense que ça vaut la peine. C'est une excellente question de conclusion, difficile à répondre peut-être pour nous aujourd'hui, mais on va se la poser, nous tous. Pierre, peut-être un commentaire de conclusion. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Donc, on peut aborder cette question, je n'aimerais pas l'éluder non plus, l'histoire du coût, que ce soit côté... je sais, mais vous ne nous écoutez pas, bon, tant pis, vous n'êtes pas intéressé. Que ce soit côté constructeur ou côté infrastructure, hein. Si on met des éléments sur l'infrastructure, ça a un coût, etc. Mais nous, on ne voit pas de crime, hein. On voit une mobilité plus sûre, on voit du temps redonné à l'utilisateur. Le temps, c'est ce qui est le plus précieux aujourd'hui. Donc on prend bien ça en compte, mais on n'y voit pas du tout de crime, au contraire, que de l'avantage pour l'utilisateur final. On peut en discuter autour de... Très bonne question. Je pense que si on avait la réponse, soit tout le monde irait à 200% dessus, ou personne ne le ferait. Mais comme on n'a pas la question, on expérimente, on essaye, on finance, et ça nous bénéficie à tous. Pour ça, la raison pour laquelle on est là, c'est la raison pour laquelle on fait ce meet-up aujourd'hui, pour se poser ces questions, faire ces débats. Donc merci à tous d'être venus. Merci beaucoup Pierre Delecq, Léonard pour l'invitation.